Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Eh oui, c'est l'heure de retrouver à 9h20 Parlons Immo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Laurence, bonjour à tous et bonne année. Et bonne année, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Bérénice. Bonjour Laurence, bonne année. Allez Sylvain, au programme aujourd'hui une émission consacrée à l'économie d'usage. On va voir, c'est une nouvelle façon d'équiper son logement, c'est Alors, ça? C'est une nouvelle façon d'équiper son logement, c'est aussi une façon de concevoir l'espace et de concevoir l'approche de son habitat. C'est ce qu'on va essayer de décrypter avec une spécialiste du sujet. Elle s'appelle Audrey Berlin, les sociologues dans le cabinet ACT. On en parlera tout à l'heure. Voilà, puis comme d'habitude, on écoute nos auditeurs avec Bérénice aussi. Vous n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions sur votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire. On attend vos appels au 0826 300 300. Absolument. Et d'ailleurs, comme chaque semaine, on répond dans Ça vous concerne aux questions des auditeurs. Là, on va parler, vous savez, d'une extension. Lorsqu'on a envie de prendre un peu d'extension, faut-il un permis? Faut-il ne pas avoir de permis? On va en parler avec un spécialiste et également, on va traiter des sujets, vous savez, de l'éco-transition, qui est le chantier du siècle. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et on va débuter, si vous voulez bien, cette premières infos 2025 avec ce qui a changé au 1er janvier. Il y a le grand changement, pas forcément les meilleurs. Oui, alors il y en a beaucoup. Donc déjà pour commencer, le plus gros, enfin non, je ne sais pas si on peut les classer par le plus gros ou pas, mais les propriétaires qui ont un logement classé G, ça vous y est, savez, voilà, avec le DPE. Donc le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ne peuvent plus louer leur logement. On dit que les logements G sont frappés d'indécence. Ça concernerait, alors là, ce qui est intéressant, c'est pour les logements en location. Ça concernera 500 000 logements qui sont en location. Absolument. Selon les derniers chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier. Ça veut dire que les propriétaires qui louent ces logements, qui ont des baux en cours, doivent impérativement faire des travaux de rénovation énergétique. Sinon, à la fin du bail, le logement devra sortir du parc locatif. Je rappelle qu'on est quand même dans une situation de tension locative, une extrême tension locative en France. Donc c'est pas une bonne nouvelle. On peut même parler de catastrophe nationale, puisque c'est quasiment un tiers des logements qui sont en location qui vont être retirés du marché. Il faut savoir que les baux en cours, lorsque par exemple les locataires peuvent enjoindre leurs propriétaires de faire les travaux, les propriétaires sont obligés de reloger les locataires pendant la période de travaux. On va dire que les petits propriétaires ne sont pas à la noce. Alors double peine, d'ailleurs. C'est ça, double peine. Juste pour continuer, je vous rappelle le calendrier. Les logements F seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2028. Puis les logements E seront indécents et donc interdits à la location à partir du 1er janvier 2034. Alors, il y a d'autres changements majeurs concernant la rénovation énergétique sur les DPE, sur MaPrimeRénov'. On en parlera dans quelques instants avec Laurent Permas sur notre antenne. Voilà, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a constitué cette chronique spécialisée dans l'éco-transition. Alors, double peine, effectivement, pour les propriétaires, pour les investisseurs. 2025 a sonné, ça y est, c'est fini. La mort du Pinel est clairement entamée. Vous le savez, le célèbre dispositif fiscal Pinel a pris fin le 31 décembre. Alors, pour rappel, il permettait à ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier de bénéficier d'une réduction d'impôts, sous condition, évidemment. Fallait investir dans le neuf, fallait plafonner le loyer, entre autres. Cette suppression, pareil, elle est inquiétante, parce que on le sait, le secteur du logement neuf va mal. Le nombre de réservations dans le neuf est en chute libre. Il y a de moins en moins de Français qui achètent un logement neuf pour le mettre en location. Et le Pinel, c'était un bon moyen d'inciter les Français à investir dans le neuf. Alors, vous le savez, on a une ministre du logement, Valérie Létard, qui a été reconduite. Et à l'époque où elle était dans le gouvernement Barnier, elle avait évoqué une prolongation du dispositif Pinel sur quelques mois. Bon, rien de concret n'avait été détaillé, mais voilà, on se pose la question si ce dispositif sera à nouveau sur sa feuille de route sous François Bayrou. Ou alors le statut du fameux bailleur privé, dont on reparlera. Alors, pour Laurence, on va quand même donner quelques bonnes nouvelles pour 2025. Oui, quand même, je suis avec des bonnes nouvelles. Alors, un dynamisme concernant l'immobilier se fait sentir pour le secteur. Faut dire que l'année 2024, c'est beaucoup mieux terminé qu'elle n'avait commencé. C'est d'ailleurs 800 000 transactions qui ont finalement été réalisées durant celle-ci. Alors, les points positifs concrètement, c'est quoi? C'est que les prix de l'immobilier se sont stabilisés. Au niveau national, on a une moyenne de plus 0,04%. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. En gros, ils sont restés tels quels. Bon, après, évidemment, il y a des disparités quand on regarde dans le territoire. En zone rurale, la hausse a été légèrement plus importante, avec plus 2,1% au niveau des prix. Paris, il y a une toute petite baisse, moins 0,1. Lyon, ça augmente un tout petit peu, plus 0,4. Bordeaux, pareil, plus 0,1%. À Marseille, ça baisse légèrement. Toulouse,
ça baisse aussi. À Nice, plus 0,5 parce que c'est la Côte d'Azur, et à Montpellier, ça se maintient. Autre bonne nouvelle, l'inflation s'est stabilisée autour de 2%. Les taux des crédits immobiliers pour les particuliers donc ont baissé en 2024, on en avait parlé à la fin de l'année, et devraient continuer à baisser en 2025. Ceci pourrait atteindre la barre symbolique des 3% avant l'été. Et puis autre point positif, eh bien la demande a augmenté de 10% en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de projets d'achat immobilier a grimpé de 10%. Donc globalement, c'est positif, c'est tout doucement, c'est positif, mais attention aux événements politiques ainsi, vous savez, au système, aux incertitudes économiques qui peuvent freiner le marché à tout moment. Bien sûr. Globalement positif, on va retenir ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite de Parlons Immo avec votre grand témoin, vous l'avez dit tout à l'heure, André Vallin, sociologue et spécialiste. Audrey Vallin. Ah oui, Audrey. J'ai dit quoi? André? Vous avez dit Audrey. Eh ben non, Audrey Vallin. C'est la fin de la matinale, ouais. Ah oui, c'est ça. Spécialiste des questions de l'habitat. À tout de suite, il est 9h26. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. À 9h29, c'est la suite de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio Immo. Et Sylvain, c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Oui, nous allons rencontrer Audrey Vallin qui est avec nous à distance. Bonjour Audrey Vallin. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous êtes sociologue spécialiste des questions de l'habitat dans le cabinet ACT. On va évoquer avec vous une nouvelle façon finalement de consommer les équipements de son logement, alors qu'on est finalement, et c'est vrai, dans une société de surconsommation dont le logement fait partie. Et notamment, vous êtes intéressé à l'économie d'usage. C'est une nouvelle façon de consommer responsable dans le logement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée de l'économie d'usage et en quoi ça consiste? Parce qu'on a toujours tendance à croire, vous savez, que c'est une affaire de bobos parisiens. C'est loin d'être le cas. C'est vraiment quelque chose qui est en train de trouver un public, une audience de plus en plus large. Effectivement, on parle d'usage peut-être plus grand de longue durée, le leasing qu'on connaît bien maintenant, la voiture. Alors, on vous entend. Alors oui, il y a un petit souci de connexion, on n'entend pas très bien. Oui, on vous entend très très mal. On va essayer de rétablir le truc. On réessaye. Ou sinon, on vous prend peut-être par téléphone. Est-ce que vous nous entendez, Audrey? Oui, là, moi, du coup, je suis déjà par téléphone, effectivement. Là, c'est parce parfait. que c'était le meilleur. C'est bon? Oui, là, c'est parfait. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va reformuler, si vous voulez bien. Justement, donc Formidable. dans votre métier, donc l'économie d'usage. Alors, même si on prend le terme économie, mais justement pour que ça parle à nos auditeurs et nos auditrices, Oui. de quoi parle-t-on? Voilà, c'est ce qu'on connaît mieux sous le nom de durée ou de leasing, qu'on connaît bien maintenant avec les voitures et qu'on pourrait en fait appliquer à des équipements de la maison, avec le même principe finalement de remplacer la propriété d'un bien par son usage. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le produit avec une durée de garantie limitée et un vendeur qui est plus responsable de son produit passé le délai, ici on loue un bouquet de services avec l'entretien par exemple, la réparation, le remplacement de besoin. Et le client souscrit en fait à une offre globale, plutôt basée sur la performance et plutôt juste du même. Et ce qui est vertueux face à cette société de consommation, de surconsommation que vous avez évoqué même, c'est ce principe qui incite les professionnels à miser sur la durabilité de leurs produits, contre tout ce qu'on connaît de l'obsolescence programmée. Alors justement, on imagine que les propriétaires pourraient être très intéressés, notamment lorsqu'ils louent, à avoir un package global, c'est-à-dire une offre globale. Je prends un exemple. Est-ce que j'ai un meublé, ça existe déjà, on est déjà meublé, mais il peut y avoir des options, ou est-ce qu'il peut y avoir également, dans le cadre de propositions de logements un peu originales, à la location, ce type d'offre-là? Est-ce qu'on n'est pas proche finalement de l'hôtellerie urbaine? Alors ça c'est autre chose, effectivement pour les propriétaires bailleurs ça peut être un sujet, d'autant qu'il existe effectivement déjà des offres de leasing comme ça pour tout ce qui est électroménager et mobilier. C'est d'ailleurs très connu dans le monde professionnel pour les bureaux, mais ça existe aussi pour les particuliers, la location de mobilier. Et là en fait on peut même étendre le modèle, c'est en cours pour des comme occupants, avec par exemple les équipements de chauffage ou de chauffe-eau.
Et alors, vous avez mené également, Audrey Balin, une étude sociologique pour le Club de l'amélioration de l'habitat, pour avoir un peu le ressenti des Français sur ce qu'on appelle les leasing d'équipements de la maison. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. Qu'est-ce qui ressort de ces études? C'est quoi les constats? Avantages, inconvénients? Qu'est-ce qui est revenu de votre étude? Oui, alors déjà pour la situer, effectivement, j'ai réalisé l'étude pour le Club de l'amélioration de l'habitat, qui est actuellement, depuis 3 ans maintenant, les acteurs publics et privés de la filière entretien et rénovation du parc résidentiel français. Et le CAH donc fait appel à moi pour évaluer côté demande, comme du point de vue des habitants, on peut trouver des leviers pour dynamiser le marché. Faut d'ailleurs rendre hommage là au travail admirable de Jean Pazzi, qui donc ces acteurs professionnels et la sociologue que je suis pour avoir un point de vue d'ensemble. Et donc nous, notre étude, elle est partie des professionnels avec lesquels on a essayé de pour les équipes. Je suis désolée Audrey, on vous entend très très mal, ça coupe. Est-ce que vous captez bien? On a un petit souci. Vous êtes déjà on va essayer peut-être de vous rappeler au téléphone. Hein, on va vous rappeler. Est-ce que ça coupe vraiment? On va essayer de vous rappeler au téléphone, Audrey. Oui, puis on se retrouvera dans quelques instants. Voilà, là, pour les auditeurs, c'est un peu inaudible. On va vous rappeler dans quelques instants. Merci à vous. Merci à vous. Puis on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite dont parle Imo. Il est 9h34. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Voilà Sylvain, puis on a retrouvé votre grand témoin avec une meilleure ligne, Audrey Balin, sociologue et spécialiste des questions de l'habitat, pour poursuivre cet entretien. Absolument. Audrey Balin, vous êtes avec nous au téléphone. Oui, toujours. Voilà, on va y arriver. Ça, c'est les joies du direct. J'ai rêvé toute ma vie de dire ça à la radio. Donc, voilà. À 60 ans, j'ai réalisé mon rêve. Alors, Audrey Balin, vous êtes donc sociologue spécialisée économie. On a compris, en fait, en réalité, que le principe du leasing, vous l'avez évoqué pour la voiture, vous l'avez évoqué sur plein de sujets, est en train de finalement de faire florès auprès du logement. Alors, cette étude que vous avez menée auprès des Français, qu'est-ce qu'elle a révélé? Et qu'est-ce qui a été le plus plébiscité par les Français? Oui, alors effectivement, donc comme on se le disait juste avant, là, le leasing arrive pour le logement, on le connaît pour l'électroménager et le mobilier. Et nous, on a réalisé une étude au Club de l'amélioration de l'habitat sur les équipements dits lourds, les équipements fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui sont plus attenants à l'habitat et surtout qui demandent une installation et un entretien et une maintenance par des professionnels. Donc là, on parle de pompes à chaleur et de panneaux solaires, par exemple, dans le domaine du confort énergétique thermique, mais ça peut aussi concerner les équipements destinés à l'accessibilité dans le logement pour faciliter la mobilité des seniors ou des personnes à mobilité réduite, par exemple un monte-escalier ou une douche amovible évolutive, ça existe aussi. En location, en fait. Oui, voilà. Avec de la même façon, tout un package qui va autour de en fait juste le produit, comprendre l'entretien, la maintenance, le remplacement éventuellement. Donc en fait, ce qui plaît beaucoup, c'est ce confort. J'avais beaucoup le terme qui revenait de la part des enquêtés de charge mentale. On s'occupe de rien, l'entretien, c'est pris en charge. On n'a pas à penser à la date butoir. Et parce que là, j'ai réalisé une étude auprès d'un gros panel de propriétaires occupants, et aussi avec des entretiens approfondis, et vraiment chez les propriétaires occupants de leur logement, en maison comme appartement, ce qui plaît, c'est aussi l'aspect financier de pouvoir acheter des équipements lourds sans recourir à un emprunt bancaire, quand on sait qu'une pompe à chaleur, ça coûte autour de 15 000 € avec l'installation. Oui, si on tient compte du fait qu'il y a des aides aujourd'hui comme MaPrimeRénov' qui permettent de financer une partie de l'investissement. Mais alors, ma question, elle porte sur qui finalement est le public concerné? Les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les locataires? Finalement, la cible, quand je vous écoute, on se dit, ouais, c'est plutôt bien pour les propriétaires occupants, éventuellement, mais ça dépend également du prix. Absolument. Donc potentiellement, ça concerne tout le monde. Nous, effectivement, notre étude, elle a concerné les propriétaires occupants parce que c'est le plus facile à évaluer, puisque nous, le but, c'était d'aller jauger auprès des gens s'il y avait une appétence pour ce type d'offre, ou pas du tout d'ailleurs, parce que ça aurait pu, en se disant, moi, je suis propriétaire de ma maison, on me fiche la paix, je suis propriétaire aussi de mes équipements. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'est pas parce qu'on est propriétaire des murs qu'on a envie d'être forcément propriétaire et de posséder sa pompe à chaleur. Bon, ça, c'est plutôt un confort de se dire
ma pompe à chaleur. En plus, pour des équipements innovants avec beaucoup de technologies sur lesquels on a peu de recul, il y a quand même une appétence. On voit le confort de se dire bon, comme ça, moi, j'aurai pas de problème après les 2 ans de garantie, puisqu'on sait bien que les problèmes arrivent toujours à la fin de la garantie. Donc là, on a la garantie dans le temps, que tout va être pris en charge et qu'on n'a pas de problème. Ça coûte combien ? Alors ça, ça dépendra évidemment des équipements. Est-ce que ça coûte plus cher que l'équipement lui-même à la location ? Pour être très clair. Alors, pour être très clair, c'est compliqué et ça c'est souvent le calcul qu'essaient de faire les gens. Sauf que ça c'est valable pour du mobilier par exemple. Effectivement, pour un canapé, les vendeurs les plus honnêtes vous le disent, à la longue ça va être plus cher. Mais pour un équipement type chauffe-eau, c'est compliqué parce qu'il y a des pannes imprévues qu'on va pas faire dans le calcul de l'achat, c'est-à-dire qu'on voit juste le prix d'achat. Oui, mais derrière il y a plein de faux frais. Pardonnez-moi, mais dans une pompe à chaleur comme dans un chauffe-eau, il y a toujours un contrat de maintenance qui est quasiment obligatoire pour la tenue du dispositif. C'est ce que font la plupart des gens. Et ça coûte en moyenne entre 3 et 7 à 10 euros par mois en moyenne. Entre 120 et 150 euros par an. Pour l'entretien, avec une obligation de visite annuelle. Est-ce que, justement, ça c'est un peu une objection, mais compte tenu de cet élément-là, on ne peut pas dire que effectivement c'est parce que c'est entretenu que c'est forcément valable comme type d'opération. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors là, c'est-à-dire qu'effectivement, l'offre, elle regroupera tout. Ce qui peut être particulièrement intéressant aussi, c'est pour le changement. Et puis alors, là, j'en reviens à la surconsommation qu'on pointait dès le début. C'est l'idée de changer de modèle. C'est pour ça qu'on parle quand même d'économie d'usage. Le terme est important, sans semer de confusion. C'est que là, c'est un changement de modèle pour produire moins, mais plus qualitatif. C'est-à-dire que là, on pousse surtout le vendeur à avoir un équipement de qualité. Bien sûr. Plus que quand on a le vendeur qui vend juste sa PAC et derrière un autre qui gère le contrat de maintenance. Là, c'est le même. Donc, c'est le même qui a tout intérêt à ce que la bécane soit bonne. On verra ça avec beaucoup de vigilance avec le développement. En tout cas, merci Audrey Vallin, malgré les difficultés techniques, de vous être prêtée à l'exercice des questions sur Parlons Immo et sur Sud Radio. On parle vrai. Merci. On en parlera bien évidemment. Je rappelle que vous êtes sociologue au cabinet Acte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez des interrogations sur votre logement. Tout de suite, ça vous concerne. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Alors, Sylvain. Alors, cette semaine, comme chaque semaine, nous avons un message d'ailleurs de plus en plus nombreux. Merci à vous tous. Sur le répondeur de Sud Radio Bérénice, on nous parle d'une extension possible de son habitation. Tout à fait, c'est Marc qui nous écrit de l'Ardèche et qui souhaite étendre son habitation. Donc, il a une maison pour faire un jardin d'hiver de 18 mètres carrés. Et il se demande comment il doit procéder. Est-ce qu'il doit déposer un permis de construire ou pas nécessairement ? Et comment en fait ça se passe concrètement. Alors pour y répondre, on a fait appel à Maître Romain Rossi-Landy, votre super avocat de l'immobilier. Très réputé en droit immobilier et de la construction. Bonjour Maître. Oui, bonjour à tous les deux, puis bonne année. Bonne année, c'est vrai. Bonne année Romain. Bonne année. Alors Maître, justement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marc ? Donc un jardin d'hiver, construire une extension de 18 mètres carrés, comment ça doit se passer pour lui ? Alors effectivement, c'est une question intéressante qu'on voit souvent dans les dossiers parce que il y a un seuil qui est réglementaire, qui est 20 mètres carrés. Donc à partir de 20 mètres carrés, vous êtes censé déposer un permis de construire. En dessous de 20 mètres carrés, entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, c'est une simple déclaration préalable de travaux. Alors j'ajoute un tempérament à ça, ça dépend un peu des règles locales, du plan local d'urbanisme, du PLU. Ouais. Parce que certains PLU peuvent avoir des restrictions un peu plus fortes. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des communes en France sont soumises à PLU. Alors, je ne sais pas quel est le cas de votre auditeur, mais quand il y a un PLU et que vous êtes dans une zone urbaine du PLU, par exemple une zone urbanisée, une zone UC, UH, vous voyez, ça dépend du zonage du PLU. Là, à ce moment-là, ce seuil de 20 mètres carrés est porté à 40 mètres carrés. Ah oui, bien. Ah oui, c'est bien. Oui. D'ailleurs, les architectes avaient protesté à l'époque en disant mais attendez, qu'est-ce que c'est Alors, on a rappelé, le législateur a rappelé que c'était vraiment une exception, mais quand même, c'est pas tellement une exception selon moi parce que des zones urbaines dans des communes soumises à PLU, il y en a quand même beaucoup en France. Donc jusqu'à 40 mètres carrés, quand vous êtes dans une zone urbaine,
du PLU, vous pouvez vous dispenser de permis de construire et déposer une simple déclaration préalable en mairie. Mais est-ce qu'il y a une opposition possible de la mairie sur la déclaration préalable de travaux? Est-ce que la mairie doit donner un avis favorable ou pas? Ou c'est simplement déclaratif? Bonne question, bien sûr que la mairie peut s'opposer. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les délais d'instruction d'une déclaration préalable de travaux sont assez courts, c'est 1 mois. Sauf si la mairie, dans ce délai, fait une demande de pièces complémentaires, là c'est porté à 3 mois. Mais si pendant 2 mois vous n'avez pas de réponse, c'est ça qui est très intéressant avec les déclarations préalables, ça vaut acceptation. Bah oui. Le droit administratif, et croyez-moi, c'est assez redoutable, parce que moi j'ai des clients qui sont assez malins, qui déposent ça au mois d'août, ou avant les fêtes, c'était les fêtes de fin d'année, et souvent on se doute bien que les services oui. Ils sont assez loin à la détente, faut le dire. Alors imaginons par exemple que vous avez une mairie qui dit non, c'est pas conforme, vous devriez faire ci ou ça, et le gars le fait quand même les travaux. Est-ce qu'il y a un délai de prescription ou pas? Alors oui, il y a le délai de 10 ans, vous savez, le délai de prescription de 10 ans, mais là aussi c'est un peu dangereux ce que je dis au téléphone, parce qu'il y a plein de règles, différentes. Par exemple, quand on a construit ce permis, il n'y a pas de prescription. Voilà. Et donc si vous voulez un jour régulariser la situation, le délai de 10 ans ne s'applique pas. Pour une déclaration préalable, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Là, pour le cas de votre auditeur, de toute façon, il est dans les clous, il fait moins de 20 mètres carrés. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la zone où il habite, il pourra construire, il n'y a pas de difficulté. Alors il y a quand même une règle aussi qu'il faut rappeler, c'est si l'extension de 18 mètres carrés vient faire porter le projet de la surface totale, ce qu'on appelle la chaude, la surface hors brut nette, à plus de 150 mètres carrés, là le recours à l'architecte est à nouveau obligatoire. D'accord. Donc, vous voyez, c'est jamais simple, donc c'est souvent du cas par cas. Donc pour répondre à votre auditeur, il faut quand même vérifier les règles du PLU local, et puis voir si son projet ne va pas dépasser au total les 150 mètres carrés. Eh bien, merci beaucoup, maître. C'est très clair. Voilà pour vous, Marc. Voilà, puis vous continuez bien sûr à laisser vos messages sur notre répondeur au 0826 300 300, ça vous concerne. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et on passe à la chronique Parlons éco-rénovation avec vous deux, Sylvain et Bérénice. Absolument. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui, c'est le chantier du siècle, l'éco-transition, la rénovation énergétique. On en a parlé tout à l'heure, Bérénice. L'éco-transition est le vrai sujet, notamment avec l'interdiction de louer avec les étiquettes G. Nous avons Laurent Permas au téléphone. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice, bonjour Laurence, bonne année. Bonne année à vous aussi également Laurent. Oui. D'ailleurs, je rassure nos auditeurs, Laurent sera avec nous dès la semaine prochaine physiquement. Voilà, mais en tout cas on est ravis. Pour cette première chronique, on a une première question. Laurent, qui dit 1er janvier dit changement, bien évidemment. Si vous voulez bien, on va faire un point sur les changements majeurs. On en a parlé tout à l'heure avec Bérénice en matière de rénovation énergétique. Oui, alors il y a 5 changements majeurs en fait, on en avait abordé certains d'ailleurs en 2024, qui viennent impacter en fait l'année 2025. C'est l'interdiction de louer les logements de classe V, après diagnostic notamment de performance énergétique, ça on en a parlé avec Bérénice. Le DPE et l'audit énergétique dont le rôle est renforcé en 2025. Les modalités de MaPrimeRénov' pour 2025 qui vont évoluer, mais elles sont reconduites et ça rassure tous les Français. La hausse de la TVA sur les chaudières à gaz à 10% et la révision de certains forfaits de certificats d'économie d'énergie. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Ok Laurent, on va commencer par les sujets liés au DPE justement, le fameux diagnostic de performance énergétique. Alors, comme le rappelait Bérénice, en fait, en 2024, vous avez toujours 4,2 millions de résidences principales qui sont des passoires énergétiques. Et ça, c'est une résidence sur 7. Et c'est 500 000 de moins qu'en 2023, notamment avec ce fameux problème, cette fameuse problématique de logement étiqueté G. Depuis le 1er janvier qui sont interdits à la location. Alors pas de panique, si vous êtes locataire, vous n'allez pas être chassé de chez vous du jour au lendemain. Cela s'applique uniquement pour les renouvellements ou aux tacites reconduction des contrats de location en cours. Et puis vous avez un deuxième point, c'est le DPE comme l'audit énergétique qui ont un rôle de plus en plus important en fait à partir du 1er janvier.
c'est notamment deux outils qui sont au cœur de la politique de rénovation du gouvernement. Alors attention, les DPE qui sont réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 en inclus ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Donc, vous devez refaire un DPE, notamment si vous souhaitez louer ou vendre votre logement. Si vous vendez un logement qui est classé E, F ou G, vous devrez aussi fournir un audit énergétique. Donc c'est plus c'est un audit et c'est pas un diagnostic pour que l'acheteur justement puisse projeter et voir quels travaux seront utiles. Et puis le DPE est lui toujours obligatoire si vous louez votre logement. Alors justement, on va continuer sur le chantier, si on peut dire les choses comme ça. Sur MaPrimeRénov', est-ce qu'on y voit plus clair aujourd'hui, Laurent ? Alors, ce que je disais au début, en fait, c'est rassurant pour les Français parce que les reconduit notamment pour les gestes simples. Il y avait un projet de loi qui, justement, devait éteindre cette prime pour les gestes simples. Eh bien, elle est reconduite. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les subventions pour les monogestes sont reconduites pour 2025. C'est notamment pour l'isolation, le changement des fenêtres ou le système de chauffage. Et puis, les maisons qui sont classées F ou G peuvent demander MaPrimeRénov' par geste toujours simple. Voilà, juste très très rapidement, les nouveaux changements concernant notamment la pose de chaudière à gaz avec la TVA. Deux informations importantes très rapidement, Laurent. Oui. La TVA augmente pour l'achat et la pose de chaudière à gaz, à consommation ou à très haute performance énergétique, les THPE, à 10% elle était à 5,5%. Et puis la bonne nouvelle, si vous avez écouté depuis décembre notamment, si vous avez accepté un devis avec un acompte encaissé avant le 1er janvier, vous bénéficiez encore du taux à 5,5% de la TVA. Merci beaucoup Laurent Permas. Avec vous, on soigne l'éco-transition chaque semaine sur Sud Radio. Merci, c'était Parlons Éco-Rénovation. Merci à vous. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Allez, à 9h52 sur Sud Radio, on parle de vos bien coups de cœur de la rédaction, Sylvain. Oui, Bérénice. Très rapidement, je vous propose d'aller faire un tour dans les Alpes-Maritimes avec les biens que nous avons repérés, Bérénice. Et oui, pour ce premier bien, on va à Gap. Vous connaissez Laurence, c'est dans les Hautes-Alpes, une petite ville de 40 000 habitants. Alors il y a un appartement qui est canon, 4 pièces et 94 mètres carrés. Un appartement bien situé, avec une vue imprenable évidemment sur les montagnes. Au 5e étage d'un immeuble de 10 étages datant de 1976. Il dispose de 2 chambres spacieuses. Il y a un séjour lumineux, une salle de bain, une cuisine, un dressing, c'est très important. Et un balcon qui offre un espace extérieur agréable. L'appartement nécessite alors quelques travaux de rénovation pour, on va dire, moderniser les espaces et les rendre plus fonctionnels, mais pas de travaux de rénovation énergétique puisque son DPE est de C. Donc c'est plutôt pas mal. À noter qu'un garage complète ce bien et puis une cave aussi. Alors notre appartement est proposé à 197 000 € par IAD France. Alors on a fait une petite simulation de financement avec un apport de 20%, soit 39 400 € et un emprunt sur 25 ans à 3,2%. On estime les mensualités de remboursement à environ 764 € par mois. On va rapidement faire un tour puisqu'on prend l'avion ou le train et on va aller à Reims à la découverte d'une ancienne église transformée en logement. Original ça. Et oui, c'est original, c'est beau, très sympa. Il y a 12 mètres de hauteur sous plafond, ce qui a permis de créer une immense structure en métal à l'intérieur et plusieurs étages. Alors il y a des vitraux évidemment exceptionnels, comme dans une église, pour laisser passer de la lumière, et une chambre sous verrière. Un spa en bois a été installé en plein cœur de la chapelle, pourquoi se priver. Une cuisine en lieu et place de l'hôtel, un jardin dans la chapelle avec de grandes plantes grâce à la hauteur sous plafond, c'est pratique. Et puis de rien, Sylvain. Je sais pas pourquoi. Là. Pourquoi c'est bien un spa. Non, mais j'imagine un spa dans l'église, quoi. C'est original. Il y a des bonnes ondes dans une église. Oui. Un chantier important, puisque 9 mois de travaux étaient nécessaires, mais c'est une manière originale de se loger en rénovant d'anciens lieux importants, les faisant vivre. Voilà des coups de cœur intéressants, originaux, signés par votre bande. Merci beaucoup Bérénice, merci Sylvain. On vous retrouve bien sûr samedi prochain avec Jean-Marie Bordry. Je ne sais pas déjà de quoi vous allez parler.
parler ou pas. Et mardi à midi, comme tous les mardis, on rediffuse l'émission sur Radio Imo. Et ben voilà, c'est bien d'être dit. Merci beaucoup à vous Merci, deux. Laurence. Merci. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.